Le 6 décembre 1997, dans l'après-midi, un homme du nom de Yuri Trouche arme son fusil et se glisse en silence dans une forêt perdue de l'extrême-orient russe. Trois autres hommes armés l'accompagnent, un chien à leur côté. Tous suivent une longue traînée rose dans la neige. Les hommes se taisent. Le chien renifle l'air. Chacun sait qu'une présence les épie du fond des bois, un être ou une bête tapis quelque part entre les arbres. Il marche depuis un moment quand il repère une petite cabane droit devant, au milieu d'une clairière. Cette cabane, ils la connaissent bien. Elle appartient à un certain Vladimir Markov, chasseur et apiculteur de la région, disparu maintenant depuis plusieurs jours. Et c'est justement pour ça que Trouche et ses hommes sont là. Ils cherchent Vladimir. À mesure qu'ils approchent, Trouche sent monter une véritable terreur. L'homme n'est pourtant pas du genre à trembler. Il a 47 ans, ancien militaire, ancien haltérophile de haut niveau, chasseur aguerri. Un corps dur, une carrure épaisse, mais devant cette clairière, il comprend qu'une chose atroce s'est produite ici. Des meubles brisés, un évier en céramique arraché et jeté dehors, un rucher entier réduit en miettes, un appentis démoli et du sang, beaucoup de sang. La traînée rose qu'il remonte mène droit à la porte d'entrée où s'étale une grande coulée sombre. Trouche a peur d'aller plus loin, mais il commande cette battue, il doit entrer. Il traverse la clairière ensanglantée, gagne le perron, son équipe juste derrière lui. Du canon de son fusil, il pousse la porte vers l'intérieur. Au début, il ne voit rien. Ses yeux ne se sont pas encore faits à l'obscurité et la cabane n'a aucune fenêtre, aucune lumière n'entre. Il reste une seconde dans l'embrasure, l'arme levée, prêt à faire face à la moindre menace, puis ses yeux s'habituent et la cabane est vide. Elle semble même à l'abandon. Trouche avance, regarde autour de lui et aussitôt un détail le saisit. Les murs intérieurs portent des entailles profondes, de longues griffures qui labourent le bois. Il baisse les yeux, d'autres meubles fracassés et encore du sang. Chose étrange, ce vide lui redonne un mince espoir. Vladimir n'est pas là. Peut-être vit-il encore, peut-être est-il grièvement blessé quelque part, mais en vie. Trouche fait demi-tour et ressort de la cabane, et à l'instant précis où son pied retrouve la neige, ses hommes et son chien derrière lui, trois choses se produisent presque en même temps. D'abord, le chien de Trouche se met à gémir sans plus pouvoir s'arrêter et tourne en rond. Ensuite, tous les corbeaux perchés dans les arbres proches s'arrachent d'un coup vers le ciel et disparaissent. Enfin, un grondement d'une puissance inouïe roule à travers la forêt. Un son qui semble venir à la fois de très loin et de très près, comme si la forêt elle-même grondait. Tout a commencé 5 jours plus tôt. Comment? Pourquoi? Bienvenue à Récit de l'ombre. Cinq jours plus tôt, donc, le 1er décembre, ce chasseur qui va bientôt disparaître, Vladimir Markov, décide d'abandonner une nouvelle chasse infructueuse. Il jette son fusil sur l'épaule, allume une cigarette sous son épaisse moustache broussailleuse, puis, ses trois chiens derrière lui, il s'engage sur le long chemin de retour vers sa petite cabane isolée au cœur des bois. Vladimir rumine. Il vit là, seul, loin de sa femme et de sa famille, dans l'espoir de tuer du gibier et de rapporter de la viande. Et jusqu'ici, rien. Pas une prise, rien à ramener. Or, au détour d'un sentier, Vladimir aperçoit droit devant lui ce qui ressemble à un don du ciel. Un sanglier mort, étendu en pleine forêt, au milieu d'une large mare de sang. Une vapeur monte encore de la carcasse. Quelque chose ou quelqu'un vient de la tuer. À l'instant, la proie est fraîche. Vladimir lève son fusil au cas où celui qui l'a abattu rôderait encore dans les environs. Il voit personne. Alors il s'approche du corps avec ses chiens, sort une hachette et découpe 2 gros cuisseaux dans le flanc de la bête. Il sait qu'il transgresse une règle. On ne vole pas la proie d'un autre chasseur. Il ignore d'ailleurs si un homme ou un animal a tué ce sanglier.
Mais cette idée le met un petit peu mal à l'aise, mais Vladimir est aux abois, il n'a pas de viande et elle est là devant lui. Il saisit donc l'occasion. Il emballe les cuisseaux, les glisse dans son sac, puis, ses 3 chiens sur les talons, il parcourt au petit trot les derniers kilomètres jusqu'à sa cabane. Quand il arrive, la nuit est presque tombée. Vladimir ne redoute pas la forêt de nuit, mais il sait qu'à cette heure, les prédateurs sortent, donc il faut faire vite. Il se précipite vers le petit appentis planté devant sa cabane, il y dépose la viande de sanglier, referme la porte, la verrouille, puis il rentre dormir. Mais après quelques pas seulement, il s'aperçoit que ses 3 chiens ne l'ont pas suivi. Il se retourne, les 3 bêtes se tiennent en alerte, le poil hérissé, le regard fixé au-delà de l'appentis où il vient de ranger la viande. Elles scrutent la forêt sombre. Alors Vladimir est seul, perdu au fond des bois, la nuit est noire, aucune visibilité. Il attrape sa lampe de poche, la braque à peu près dans la direction que fixent les chiens, comme s'ils avaient vu quelque chose. Il balaie le faisceau de gauche à droite, rien, seulement des arbres noirs et le vide. Vladimir lutte pour ne pas céder à la panique. Il ne peut pourtant pas chasser le sentiment qu'un prédateur se tient tout près et que ses chiens l'ont flairé. Une seule idée l'obsède, rentrer, verrouiller la porte au plus vite. Il recule vers l'entrée de sa cabane et appelle ses chiens. 2 le suivent, mais le 3e, non. Ce chien reste planté là, il gémit, il gronde, il grogne. Il fixe toujours ce point précis de la forêt et soudain, il détale entre les arbres. Vladimir adore ses chiens, donc il crie, il appelle sans relâche pour rappeler le chien qui vient de fuir. Le chien ne revient pas. L'homme demeure là, devant sa porte, avec les 2 bêtes qui lui restent, à écouter l'aboiement du 3e s'enfoncer de plus en plus loin dans les bois. Puis, l'aboiement se change en couinement, et alors la forêt semble exploser en un grondement, le plus formidable qu'il ait entendu. Puis le silence. L'homme est glacé d'effroi, par réflexe il saisit ses 2 chiens, trébuche à l'intérieur de la cabane, claque la porte et la verrouille. Ces 3 chiens sont ses plus fidèles compagnons. Il ne désire rien tant que se ruer dehors pour sauver celui qui a fui, mais rien qu'à la puissance de ce grondement qu'il a entendu, il devine que la chose tapie dehors le tuerait. Sortir, ce serait courir à une mort certaine. Il décide de rester où il est, avec ses 2 bêtes, et d'espérer que le 3e, malgré tout, ait survécu. Quelques minutes plus tard, alors qu'il console encore ses 2 chiens, Vladimir perçoit une agitation dehors. Un bruit de bois qui craque et se fend. Alors, sa cabane n'a pas de fenêtre, mais il a percé dans chaque paroi, de chaque côté, des petits trous, de minuscules orifices qui lui servent de poste de guet. Alors, il court à celui qui donne sur le devant, du côté de l'appentis, là d'où monte le fracas. Il colle son œil à l'ouverture. Alors, la nuit est totale, aucune lumière dehors, il ne voit presque rien. Et pourtant, dans le noir, à peu près vers l'appentis où repose la viande, il distingue une masse énorme, un corps qui se convulse dans tous les sens. Pour Vladimir, aucun doute. Quelle que soit cette bête, elle met son appentis en pièces, elle veut la viande de sanglier. C'est à cet instant que tout s'éclaire. Cette bête, quelle qu'elle soit, a sans doute tué le sanglier qui l'a dépecé et elle vient réclamer son dû. Vladimir se raccroche à un espoir. Une fois sa viande récupérée, elle repartira et le laissera tranquille. L'appentis cède pour de bon, la bête atteint donc la viande et pourtant elle ne s'en va pas. Elle s'assied, simplement, et tourne son regard vers la cabane, vers Vladimir. Et pendant des heures, l'homme reste l'œil rivé au trou de guet à épier cette masse d'ombre qui ne bouge pas. Le temps passe, la fatigue le gagne, la bête ne remue pas. La nuit s'étire, la journée a été longue, et à un moment donné, Vladimir et ses 2 chiens s'assoupissent. Tout le monde se réveille 2 heures plus tard, il fait toujours nuit. Vladimir retourne au trou, regarde, la masse a disparu. L'espace d'un souffle, le soulagement l'envahit. Voilà, se dit-il, la chose est partie, je suis en sécurité. Mais il veut en avoir le cœur net, alors il fait le tour de ses postes de guet, un à chaque paroi, pour vérifier les 4 directions. Il gagne un premier trou sur un côté, colle son œil, rien, la forêt noire. Il passe à l'autre côté, à un autre orifice, rien encore,
la forêt noire. Il se rend à l'arrière de la cabane et regarde par le dernier trou. Là aussi, d'abord, rien que la forêt sombre, et puis brutalement, quelque chose percute la paroi tout près de son visage. Et à l'instant même, tandis que Vladimir garde l'œil à l'ouverture, un énorme œil jaune s'abaisse de l'autre côté et le fixe droit à travers le trou. La bête qui a forcé l'appentis n'est jamais partie. Après avoir toisé Vladimir une seconde, elle recule un peu et dévoile toute sa face. Vladimir, si terrifié qu'il ne parvient plus à bouger, contemple par l'ouverture ce mufle immense, cette fourrure poisseuse de sang, ces crocs démesurés, cette gueule béante comme prête à fondre sur lui. Alors le fauve prend appui, frappe le mur d'un coup de patte et arrache d'un seul geste un pan de bois du flanc de la cabane. Par réflexe, Vladimir empoigne son fusil, le braque vers le trou et tire. La bête Queen se détourne et s'enfuit. Vladimir ne dort plus. Il passe le reste de la nuit à guetter par chaque orifice, l'estomac noué, dans l'attente du retour de la chose. Mais le soleil se lève enfin et la bête ne réapparaît pas. L'homme respire. Je suis en sécurité à présent. Je peux sortir, comprendre ce qui s'est passé et décider de la suite. Il rassemble ses chiens, ouvre la porte, sort, regarde autour de lui. Rien. Par précaution, il tire un coup en l'air pour effrayer tout animal qui rôderait alentour. Le silence lui répond. Personne. Il descend sur la neige et aussitôt il remarque d'immenses empreintes, forcément celles de la bête qui a tenté de le surprendre dans la nuit. À la lumière du jour, il peut les examiner de près et il sait désormais à quel adversaire il a affaire. Un tigre de Sibérie. Un tigre de Sibérie colossal. Mais le plus effrayant n'est pas là, et pourtant c'est effrayant. Le plus effrayant, c'est le tracé des empreintes. Elles tournent autour de la cabane, un tour après l'autre, sans fin. La nuit précédente, une fois Vladimir endormi, le tigre s'est approché et il a rôdé des heures durant autour de lui. Il savait que l'homme et ses 2 chiens se trouvaient à l'intérieur. Puis, à un moment, il a sans doute aperçu l'œil de Vladimir dans le petit trou de guet et il a bondi. Un détail intrigue pourtant Vladimir. Alors, ce comportement n'est pas normal. Les tigres de Sibérie sont dangereux pour l'homme, personne ne le nie. Mais ils ne traquent pas les humains, c'est pas dans leurs mœurs. Or, à lire ses empreintes, à se rappeler ce qu'il a vécu cette nuit, Vladimir en tire une conclusion. Ce tigre-là le traque, il le chasse, à dessein. Désormais, Vladimir est terrifié. Pourtant, une seule pensée l'habite. Partir à la recherche de son 3e chien, celui qui a disparu dans les bois. Il sait combien les chances de le retrouver en vie sont minces. Mais il doit quand même aller voir. Mais il lui faut du renfort au cas où le tigre réapparaîtrait. Vladimir prend ses 2 chiens en laisse, les tient serrés contre lui et part au pas de course vers la maison du voisin. Alors, maison du voisin et maison du voisin, tout est relatif. Il lui faut environ 1 heure pour parcourir les 6 kilomètres qui le séparent de la cabane voisine. Il arrive, il frappe. Le voisin, un homme du nom de Ivan, ouvre la porte et Vladimir manque de le renverser tant il se rue à l'intérieur pour se mettre à l'abri. Une fois la porte refermée, sous le regard d'Ivan, Vladimir déverse d'un trait tout ce qu'il vient de vivre depuis la veille. Au bout du récit, il pose sa question « Est-ce que tu veux bien venir avec moi pour retrouver mon chien ?» Ivan le fixe un long moment, puis il lâche « Non ». Un silence gêné s'installe. Ivan recule d'un pas, comme s'il ne voulait même plus se tenir auprès de lui. Et il explique à Vladimir que sa seule chance désormais, c'est de partir le plus loin possible de ce tigre, car ce tigre ne s'arrêtera jamais. Il finira par le pister et il le tuera. Vladimir se sent abandonné, mais il ne peut forcer personne. D'accord, dit-il, je comprends. Il quitte la cabane d'Ivan, ressort, et à la seconde où il retrouve la neige, un de ses 2 chiens réagit comme s'il avait perçu un bruit et détale. Vladimir n'a pas le temps d'attraper la laisse. Une fois de plus, il voit une de ses bêtes disparaître dans la forêt. Cette fois, il ne se lance pas à sa poursuite. Le tigre rôde quelque part, il le sait, et il ne peut pas prendre le risque de tomber sur lui tout seul. Le cœur déchiré, il regarde son chien bien-aimé filer vers le danger, sans rien pouvoir tenter. Alors il passe le reste de la journée à aller de cabane en cabane dans toute la région,
a supplié chacun de ses voisins de l'accompagner pour l'aider à retrouver ses chiens. Tous refusent pour les mêmes raisons que Ivan. Tous lui disent la même chose. « Vlad, le tigre t'a marqué, je n'irai pas là-bas avec toi. » Le soir tombe, Vladimir est le seul chien qui lui reste, renonce enfin à chercher de l'aide, personne ne viendra, et il n'a nulle part où aller. Cette cabane au fond des bois, c'est chez lui. Alors, il reprend le chemin du retour. Et Vladimir ignore une chose. Le tigre l'attend là-bas, depuis des heures. Le fauve a rôdé autour de la cabane, il a détruit tout ce qui portait l'odeur de l'homme, l'évier, les ruches, les meubles de l'appentis, puis il s'est posté près de la porte et il a patienté. Il a patienté 12 heures, peut-être même davantage. Il connaît une chose très simple, ce tigre. Un homme finit toujours par rentrer chez lui. La nuit est presque noire quand Vladimir approche, il devine les dégâts dans l'ombre, la peur le saisit, il presse le pas vers la porte, son dernier chien serré contre lui, il veut tout simplement rentrer, verrouiller, se mettre à l'abri, mais il n'atteindra jamais la poignée. Le tigre jaillit de l'ombre, Vladimir n'a même pas le temps de lever son fusil, le fauve le prend à sa propre porte, là-bas, le traîne vers les fourrés, le dernier chien détale dans la nuit, puis le silence retombe sur la forêt. 4 jours plus tard, la battue armée de Yuri Trouche parvient à la cabane de Vladimir. Ils la trouvent dévastée, du sang partout, ils entrent, il n'y a rien. Ils ressortent, et c'est alors que le chien de Trouche se met à tourner en rond, que les corbeaux s'arrachent des arbres et qu'un rugissement assourdissant déferle à travers les bois comme si la forêt entière rugissait. C'est le rugissement du tigre de Sibérie. Par chance, Trouche n'est pas un simple homme des bois. Il dirige une brigade nommée Inspection Tigre. C'est une équipe chargée d'enquêter sur les crimes liés au tigre et d'intervenir lorsque l'un d'eux attaque. Aussi, quand Trouche entend ce cri formidable, il marche droit vers lui, mais plus il s'enfonce dans la forêt, plus le rugissement du tigre, lui, s'éloigne. Le fauve recule à mesure qu'ils avancent. En même temps, Trouche repère sur le sol des petits lambeaux de vêtements. Alors, au lieu de poursuivre ce rugissement insaisissable, ces hommes et lui suivent ces bouts d'étoffe. Et cette piste les conduit à une vaste clairière, et dans cette clairière, 2 grands cercles rouges se détachent sur la neige. Trouche et ses hommes approchent avec précaution, et quand ils comprennent ce que contiennent ces cercles, ils restent plantés là, muets. Au centre du cercle de gauche, un tas de vêtements. Dessous, des fragments de Vladimir, un corps déchiqueté entassé là. Dans le cercle de droite, sa tête dépecée jusqu'à l'os. Après avoir vu cela, Trouche et bien d'autres en tirent la même conclusion. Ce tigre de Sibérie a tué Vladimir par pure vengeance. À ses yeux, l'homme avait violé son territoire, lui avait volé sa proie, ce sanglier, et par-dessus le marché, cet homme avait tiré sur lui et l'avait blessé, ce qui n'avait fait qu'attiser sa rage. Alors à la fin, le fauve a tendu son piège, l'a capturé, a mis son corps en pièces, puis il l'a exposé pour que la battue le découvre. Trouche et son unité parviendront à retrouver et à abattre ce tigre, mais entre-temps, la bête aura tué au moins une autre personne de la même manière que Vladimir. Cet autre homme s'appelait Andrei Podchepnia, un jeune ancien soldat, un ami de Vladimir, qui était parti seul dans la taïga peu après. Le tigre l'a attiré, a bondi, l'a tué, l'a déchiqueté, puis il l'a exposé à son tour, comme un avertissement lancé aux autres chasseurs. Ne venez pas ici. De ce garçon, la battue ne retrouvera presque rien. Des vêtements imbibés de sang, une montre, une petite croix, une paire de bottes. La mort du tigre apporte un semblant de sécurité à Trouche et aux habitants de la région, mais en même temps, certains d'entre eux viennent le voir pour lui dire que, à cause de son face-à-face avec le tigre, lui aussi désormais porte la marque de la bête. Les peuples de la taïga, les Oudéguès, appellent Amba l'esprit du tigre. Cette part obscure de l'animal qui traque celui qui l'a attaqué sans raison. Et selon la légende, tôt ou tard, à moins de partir très très loin, un tigre finira par le pister, lui aussi, puis par le tuer. Voilà,
J'imagine que très peu d'entre vous vont faire une balade dans la taïga, mais si c'est le cas, faites bien attention à ce que vous faites. Merci de m'avoir regardé. C'était Récit de l'ombre. Au revoir.